Bonjour, je vous propose une vidéo de correction d'exercice sur les probabilités conditionnelles. Donc on fait tout de suite quelques exemples qui font suite directement à la vidéo évidemment de cours d'explication sur les probas conditionnelles. Alors regardons des exemples typiques avec 4 exercices. Une agence bancaire a constaté que 2% des chèques remis par les clients possèdent un défaut d'écriture du montant. Lorsqu'un chèque ne présente pas de défaut, l'agent l'entre correctement sur informatique 97 fois sur 100. Lorsqu'il présente un défaut, l'agent entre correctement seulement 5 fois sur 100. Déterminer la probabilité des événements suivants. Alors, avant de déterminer des probabilités, on va représenter un arbre de ce qui se passe. Donc, on va appeler D l'événement le chèque possède un défaut, et C l'événement l'agent l'entre correctement. D défaut, C correctement. En reprenant l'énoncé, on voit que 2% des chèques possèdent un défaut. Donc la probabilité de D est de 2% et P de D bar sera 98%, et c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer notre arbre. Donc 0,02, 0,98, et puis lorsque le chèque présente un défaut, il est entré correctement par l'agent seulement 5 fois sur 100, il va retrouver le défaut ou à le repérer, et puis 95 fois sur 100, il est saisi incorrectement sur informatique. Par contre, lorsque le chèque ne présente pas de défaut, l'agent a un taux de réussite, on va dire, de 97%. Bon. Première question, probabilité que l'agent n'entre pas le chèque correctement. Donc on traduit, on cherche P de C bar. C bar est un événement qui apparaît en 2 fois au bout de l'arbre, donc il faut voir P de C bar comme P de D inter C bar plus P de D bar inter C bar. Donc 0,02 fois 0,95 plus 0,98 fois 0,03. Résultat, 4,84%. Autrement dit, 4,84% des chèques ne sont pas entrés correctement sur informatique. Alors c'est léger d'enseignement parce que le début de l'énoncé nous dit que 2% des chèques possèdent un défaut d'écriture. D'accord? Et on se retrouve à la fin avec 4,84% des chèques qui seront mal entrés sur informatique. Probabilité que le chèque soit bon, sachant que l'agent l'a entré correctement. Alors, sachant que, bien entendu, probabilité conditionnelle ici, probabilité que le chèque est bon, donc sans défaut d'écriture. P de D bar, sachant C. P de D bar, sachant C. Dans l'arbre, on voit au deuxième niveau des P de C sachant D, avec une barre ou pas, mais pas des P de D sachant C. Donc on utilise une formule, P de D bar sachant C sera égal à P de D bar inter C divisé par P de C. Alors P de C, je le traduis en dessous en 1 moins P de C bar, puisque dans la question précédente, on a calculé P de C bar. Donc je n'aurai aucun mal à donner directement P de C. P de C inter D bar, donc D bar inter C, ce qui revient au même, hein, donc 0,98 fois 0,97. Donc on a une probabilité à la fin de 99,89%. Quelle est la probabilité que le chèque soit sans défaut d'écriture, sachant que l'agent l'a entré correctement? 99,89%. À ne pas confondre avec la probabilité que l'agent entre correctement un chèque sur informatique, sachant qu'il est sans défaut d'écriture, ce qui est le contraire, qui était de 97% ici. Je vous invite d'ailleurs, en parallèle de tous ces exercices, à créer un tableau de contingence où vous verrez un petit peu mieux de quoi on parle lorsqu'on cite des probabilités conditionnelles. Ça vous fera éviter la confusion justement entre deux probabilités conditionnelles inverses l'une de l'autre, j'allais dire, hein, lorsqu'on échange les deux lettres qui apparaissent ici. Troisième question, probabilité que le chèque soit mauvais, sachant que l'agent ne l'a pas entré correctement. Donc P de D, sachant C bar. Autrement dit, P de D inter C bar divisé par P de C bar. Voilà, donc D inter C bar, ça nous donnera 0,02 fois 0,95 au numérateur. Et P de C bar, on connaissait déjà, 4,84%. Le résultat ici, 39,26%. Quelle est la probabilité que le chèque présente un défaut d'écriture, sachant que l'agent ne l'a pas entré correctement? Autrement dit, quelle est la proportion des chèques qui possèdent des défauts d'écriture parmi les chèques qui n'ont pas été entrés correctement sur l'informatique? Eh bien, c'est 39,26%. On rejoint ce qu'on a trouvé en réponse à la question 1, où on constatait que 4,84% des chèques n'étaient pas entrés correctement, alors que 2% des chèques possédaient des défauts d'écriture.
Donc on est sur une relation où on voit qu'il y a une majorité de chèques non entrés correctement qui viennent de chèques qui pourtant n'étaient pas, ne contenaient pas de défaut d'écriture. Donc on retrouve ce résultat ici, avec un petit 40% de chèques présentant des défauts parmi les chèques entrés incorrectement sur informatique. Voilà, et donc c'est toujours ce paradoxe du faux positif qu'on a évoqué dans la vidéo précédente. Allez, exercice 28. Dans la population d'une ville, on compte 35% de salariés. Parmi les salariés, 8 personnes sur 10 prennent leur automobile chaque jour. Parmi les autres, 3 sur 10 le font. On choisit une personne au hasard. Et on va évidemment se demander des probabilités par rapport au choix au hasard de cette personne. Événement S, salarié, automobile chaque jour, A. Alors, on va représenter un arbre comme il est demandé. Donc, je représente mes 35% de salariés et mes 65% de non-salariés dans la population de départ. Parmi les salariés, 8 sur 10 prennent leur auto chaque jour, 2 sur 10 non. Parmi les autres, 3 sur 10 d'un côté, 7 sur 10 de l'autre. Voilà, donc on a notre arbre, on peut se débrouiller en toute situation. Quelle est la probabilité pour que cette personne ne soit pas salariée? Et de S bar, eh bien on l'a sous les yeux dans l'arbre, 0,65. Quelle est la probabilité qu'elle soit un salarié qui prend son automobile chaque jour? Donc il n'y a pas de sachant que, mais on est sur une proba d'intersection où on veut croiser les deux événements. P de S, 1 téra. Donc 0,35 fois 0,8. Ce qui fait 28%. Quelle est la probabilité qu'elle prenne son automobile chaque jour? P de A. A qui apparaît en 2 fois au bout de l'arbre. Donc P de A vaudra ici P de S 1 téra plus P de S bar 1 téra. Sachant qu'elle prend son automobile chaque jour, quelle est la probabilité qu'elle soit salariée? Donc ici, on nous demande une probabilité d'intersection pour une fois. Donc, quelle est la probabilité de S sachant A? P de S sachant A, c'est P de S 1 téra sur P de A. Et on avait déjà les deux valeurs. Donc, on avait 0,28 pour la première et 0,475 pour la seconde. Donc, on a 58,95%. Donc, sachant qu'elle prend son automobile chaque jour. Autrement dit, on vient de trouver que 58,95% des gens qui prennent leur automobile chaque jour sont des salariés. Les événements S et A sont-ils indépendants? Alors, si on veut s'en tenir à la formule P de S 1 téra égale P de S fois P de A, on peut toujours. Par contre, il suffit de regarder l'arbre pour voir que les événements ne sont pas indépendants. La probabilité de A suivant que S soit réalisé ou pas n'est pas la même, 0,8, 0,3. Donc c'est fini, A et S ne sont pas indépendants. Mais donc, on peut faire cette vérification. Est-ce que P de S 1 téra est égal à P de S fois P de A? Non. La première vaut 0,28, la deuxième vaudra 0,35 fois 0,475, qui ne donne pas 0,28. Qui vont donner plutôt quelque chose comme 0,16 environ. Est-ce que P de A sachant S égale P de A sachant S bar? Non, et c'est ce que je vous disais, on le voit tout de suite dans l'arbre. Les événements sont indépendants si on a le même couple de probabilités ici et là. Si vous avez 0,802 et en dessous encore 0,802, alors là, oui, vous avez affaire à des événements indépendants. Exercice 29. À la suite de la découverte dans un pays des premiers cas d'une maladie contagieuse, il a été procédé à une importante campagne de vaccination. 70% des habitants ont été vaccinés. Une étude a révélé que 5% des vaccinés ont été touchés à des degrés divers par la maladie. Ça arrive effectivement, un vaccin ne protège pas 100% des personnes. Pourcentage qui s'est élevé à 60% chez les non-vaccinés. Ça arrive aussi. Quelqu'un qui n'est pas vacciné ne va pas forcément être touché par la maladie. Mais quand même, quand on regarde les proportions, voilà, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas identiques chez les gens vaccinés et les gens non vaccinés. Alors, avant de décrire la première question, on va représenter un arbre. Donc, l'événement pour une personne qui s'appelle V est l'événement vacciné et l'événement M, malade. On peut avoir les 4 cas de figure. Vacciné et malade, vacciné et pas malade, pas vacciné et malade, pas vacciné et pas malade. Donc on a toujours nos 4 catégories. Et dans les proportions données par l'énoncé, ça nous donne cet arbre-là. J'en ai profité ici au bout pour calculer les probabilités d'intersection, pour peut-être aller plus vite pour la suite. Alors qu'est-ce qu'on nous demande en première question? Calculer la probabilité pour qu'un individu pris au hasard dans la population ait été touché par cette maladie. Autrement dit, quel est le pourcentage de gens qui vont finalement être touchés par la maladie?
eh bien, il faut cumuler les gens qui ont été touchés par la maladie et qui ont été vaccinés, ce qui représente, on le voit ici, 3,5% de la population, et les gens qui sont malades sans avoir été vaccinés, ce qui représente 18% de la population. Traduction mathématique, P de M égale P de M inter V plus P de M inter V bar. Donc 0,035 plus 0,18. En tout, 21,5% de la population. Calculer la probabilité pour qu'un individu ait été vacciné, sachant qu'il a été atteint par cette maladie. Donc P de V, sachant M. Probabilité qu'on ne voit pas ici. Autrement dit, parmi les gens qui sont malades, quelle est la proportion de ceux qui avaient été vaccinés? On cherche P de V sachant M, on applique froidement notre formule parce qu'on sait qu'elle est fiable, et nous avons un résultat de 0,16, 16,28%. 16,28% des gens atteints par la maladie sont des gens qui avaient été vaccinés. Exercice 30. 4 filles et 3 garçons doivent subir l'épreuve orale d'un examen. L'examinateur décide d'établir au hasard la liste fixant l'ordre de passage des candidats. Pour cela, il met les noms, supposés tous différents, des 7 candidats dans une enveloppe, puis il procède à un tirage des 7 noms, l'un après l'autre. Alors, on s'intéressera seulement aux 2 premiers noms tirés, ici. On désigne par F1 l'événement, le premier candidat interrogé est une fille, donc on appellera F1 bar, le premier candidat est un garçon, et F2, l'événement, le deuxième candidat interrogé est une fille, donc F2 bar, le deuxième est un garçon. Très bien. Représentons un arbre des 2 premiers choix, fille ou garçon. Alors F1 bar ou G1, effectivement, à voir. En tout cas, puisque le groupe de départ se compose de 4 filles et 3 garçons, la probabilité de F1 est de 4 sur 7, alors que la probabilité de G1, appelons-le comme ça, est de 3 sur 7. Et puis, ça se complique un petit peu ensuite, parce qu'il nous faut nous-mêmes savoir ce qui va se passer pour le choix du deuxième nom. Lorsqu'un nom a été choisi, déjà il ne reste plus que 6 personnes. Si c'est une fille qui a été choisie au départ, alors il reste 3 filles et 3 garçons. Donc vous avez 3 chances sur 6 de retomber sur une fille, ou 3 chances sur 6 de tomber sur un garçon. Par contre, si c'est un garçon qui avait été choisi en premier, il reste dans le groupe de départ 4 filles et 2 garçons. Donc on a 4 chances sur 6 de tomber sur une fille et 2 sur 6 de tomber sur un garçon. Encore une fois, on voit qu'on a affaire à 2 événements qui ne sont pas indépendants. F1 et F2 ne sont pas indépendants puisque la probabilité de F2 dépend du fait que F1 ait été réalisé ou pas. 3 chances sur 6 ou 4 chances sur 6. Bon, là aussi j'en profite pour calculer les probabilités d'intersection. Autrement dit, probabilité d'avoir choisi 2 filles au départ, ou alors une fille puis un garçon, 2 chances sur 7, ou alors un garçon puis une fille, 2 chances sur 7, ou alors 2 garçons, 1 chance sur 7. Donc là, on est bien armé, encore une fois, pour répondre aux questions. Quelle est la probabilité que les 2 premiers candidats interrogés soient des filles? On le voit tout de suite ici, P de F1 inter F2, 2 septièmes. Quelle est la probabilité que le premier candidat interrogé soit une fille, sachant que le deuxième est une fille? Alors là, donc, il ne faut pas se faire avoir, il faut bien tenir compte de la formulation de la question. Probabilité que le premier soit une fille, P de F1, sachant F2. P de F1 sachant F2, eh bien ça sera P de F1 inter F2 divisé par P de F2. P de F2 qu'on n'a pas calculé, mais qui est P de F2 inter F1 plus P de F2 inter G1. Donc 2 septièmes plus 2 septièmes. Bref, ce calcul nous demande 2 septièmes divisé par 2 septièmes plus 2 septièmes. Un nombre divisé par son double, ça va donner du 50%, a priori. Voilà, donc on obtient une probabilité de 50%. Sachant que le deuxième candidat interrogé a été une fille, il y a 50% de chance pour que le premier ait également été une fille. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair en probabilité conditionnelle, sans aller chercher des choses très très compliquées. On pourrait créer des arbres à 3 niveaux, des événements triples au lieu de doubles, bon, et ainsi de suite. Ce qui est important ici, c'est tout simplement d'avoir les bases. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.